Bien, salut, ça me fait plaisir de te voir. Ah ouais, ça va? Ça va et toi? Ça va très bien. Quel, comment vont les affaires en ce moment? Bah, il y a des Il y a des hauts, nouvelles. il y a des bas. Il y a des hauts, il y a des bas. Enfin, non, il y a plutôt enfin, il y avait des bas, maintenant il y a plutôt des hauts. Euh, c'est, bon, il y a encore beaucoup d'incertitudes, quoi. Hmm. Comment ça Je- se je- passe là, le fameux marquage CE là, donc pour pouvoir commercialiser le produit, quelles sont un peu les étapes? Pour vendre un dispositif médical en Europe ou aux États-Unis, il faut obtenir des approbations réglementaires. Alors, en Europe, elles sont, ça consiste dans le marquage CE, Mhm. marquage CE un peu particulier, qui est marquage CE dispositif médical, et qui est attribué par des organismes notifiés, c'est-à-dire des organisations privées, des entreprises de certification. Il y a des noms un peu connus comme Securitas ou Bureau Veritas, pardon. Bureau Veritas, c'est. Bureau Veritas, ou alors non, il y a des organismes allemands qui sont un peu connus, qui s'appellent TÜV, Oui, TUV, etc. Et ces organismes, alors le nôtre est norvégien, cet organisme notifié examine les dossiers techniques, qui sont des dossiers qui contiennent des milliers de pages, dans lesquels on démontre qu'on satisfait aux normes Mhm. du dispositif, les normes ISO, par exemple, qui réglementent la composition des effets, la qualité des différents appareils. Alors ces normes, bah, pour notre appareil, par exemple, il y en a une soixantaine, quoi, auxquelles on doit satisfaire en tout. Donc c'est très complexe. Et puis après, on doit prouver Donc, qu'on fait. excuse-moi, en fait, vous entrez un peu dans une catégorie parce que votre système de stérilisation, là, chez Aurora, il est très particulier, il est un peu différent. Donc, vous avez dû vous mettre, parce que tu vois, si tu dis si on doit répondre à un certain nombre de critères. Ces Alors, critères, ouais. ils sont évidemment basés sur le produit lui-même. Et si Oui, c'est c'est un ça. produit un peu nouveau, comment ça se passe? Eh bien, il y a des normes générales. Alors, il peut y avoir, par exemple, des normes spécifiques à tel type de stérilisation qui Mhm. existent, par exemple la vapeur, les rayons gamma, l'oxyde d'éthylène. Et puis, il y a des technologies de stérilisation qui n'ont pas de normes, et donc il y a une norme générale à la stérilisation qui s'applique dans ce cas-là à ce procédé. Puis, voilà, c'est l'ISO 14937, voilà, la D'accord. norme de Et stérilisation. ça, c'est quelque chose qui existait déjà, c'est pas quelque Oui, chose que oui, ça vous existe avez déjà. Oui, créé. oui, oui, voilà, c'est quelque chose qui existe déjà, à laquelle voilà, on doit satisfaire et qui décrit tous les critères auxquels on doit satisfaire pour démontrer que notre appareil stérilise, qui fait bien ce qu'il fait. Mais ensuite, il y a des tas d'autres normes vont démontrer, qui vont nous permettre de démontrer que l'appareil le fait en sécurité, en respectant les procédés de microbiologie, les procédés, la sécurité des utilisateurs, hein, la sécurité électrique, les ondes magnétiques qui sont émises par l'appareil, de Oui, s'assurer qu'elles ne vont pas blesser les utilisateurs. On doit démontrer aussi qu'on n'endommage pas les dispositifs médicaux oui. qu'on traite. Et tout ça, c'est une partie du dossier technique. Et puis l'autre partie, c'est le système de management de la qualité, parce qu'en fait, tu dois également démontrer que ton entreprise applique des normes de qualité qui assurent un suivi constant des fournisseurs, la formation des salariés, les dispositifs de contrôle interne de la qualité. Ah oui, ça c'est le fameux ISO 9000, c'est Alors, ça, c'est ou pas. Alors, il y a un 22000? ISO, Plus. il y a ISO 9001 que les gens ont souvent 9001, en oui. tête, mais dans notre cas, dans le cas d'un fabricant de dispositifs médicaux, c'est l'ISO 13485, Ah, donc qui c'est est. un autre qui s'applique. Ok. Ouais. Ok. Parce que je suis toujours surpris de voir effectivement que ces sociétés se mettent beaucoup en avant ces certifications liées au management et j'avais un peu de la peine à comprendre pourquoi Alors, en fait c'est si central. c'est le management de la qualité, hein, D'accord, en ok. l'occurrence. C'est pas la façon dont on gère les finances, dont Oui. on gère les relations avec nos salariés. Voilà, ça, il y a des normes il y a d'autres normes volontaires
traite de cet aspect-là, mais pour ce qui est des normes de qualité, sur la qualité, le suivi de la qualité, également le traitement des problèmes. Hein. Les normes prévoient, en cas de problème, de suivre telle et telle procédure, et donc on doit démontrer qu'on fabrique nos appareils de cette manière-là, selon ces normes-là. Et ça, c'est très important aussi. Et ces organismes de certification, sur les tarifs qu'ils pratiquent, tu trouves qu'ils se comportent comme enfin, ils ont des tarifications monopolistiques, ou tu trouves que c'est en fait par rapport à ce qu'ils fournissent comme travail, c'est raisonnable? Je pense que je me demande si la tarification n'est pas un peu réglementée par l'Union européenne. Ah oui. Mais il y en a quand même qui sont plus chers que d'autres. C'est un peu moins de 100 000 euros, je crois, en tout. C'est bon, pour quelques semaines de travail, pour 15 jours de travail, c'est cher. Enfin, bon, il n'y a pas que 15 jours de travail. Ils examinent ça sans doute un peu plus longtemps. Et eux-mêmes réalisent des tests, des essais sur Alors, c'est pas eux qui le font, non, ça on doit payer en plus, hein, bien sûr. Eux, ils Et vont juste examiner la des documentation. laboratoires, un autre encore. Ah, alors ensuite, il y a des centaines de milliers d'euros. Donc eux, ces grands organismes de certification ne font que de la paperasserie. Que de la paperasserie, ok, c'est intéressant. Et tu sais si derrière enfin, c'est une question peut-être un peu compliquée, parce que derrière, tu sais si le gouvernement ou enfin l'État lui-même effectue des contrôles auprès d'eux? Oui. Là, ça, c'est les nouveaux règlements européens. Alors bon, c'est l'Union européenne, mais tu vois, la Norvège fait partie de cette zone réglementaire, si je puis dire. Et donc, ce sont les autorités de santé nationales qui contrôlent leurs organismes notifiés lorsqu'elles en ont. Donc en France, c'est l'ANSM qui va contrôler les deux organismes français. Donc il y a Bureau Veritas et le GEMED, qui sont contrôlés par l'ANSM, l'association, l'agence de sécurité du médicament. L'agence nationale de sécurité du médicament. En Suisse, alors la Suisse est sortie du dispositif CE, parce que depuis qu'elle a rompu les négociations avec l'Union européenne, l'Union européenne les a sanctionnés en disant qu'ils ne reconnaissaient plus les certifications suisses, ce qui est complètement débile. Et donc c'est vraiment des gamineries diplomatiques de l'Union européenne. C'est toujours affligeant de voir que ces gens-là se comportent comme des enfants. Ils le faisaient avec la Grande-Bretagne, et puis là, ils le font avec la Suisse. Enfin, tu vois, leurs voisins les plus proches, très prospères, mais ils les punissent de façon débile. Et d'autant plus il y a beaucoup de pharma et de dispositifs médicaux qui sont faits en Suisse. Oui, alors bon, évidemment, toutes les entreprises suisses qui exportent en Europe, elles vont appliquer le marquage CE. Mais pour ce qui est de leur propre utilisation nationale en Suisse, eh bien, le Parlement suisse a décidé de reconnaître les approbations FDA de l'Agence fédérale du médicament. Mais en fait, ce que je comprends pas, c'est que américaine. Et donc ils ont décidé de pas reconnaître le marquage CE. Non. Ils disent ce qui est bon pour les Américains est bon pour nous, et donc tout ce qui est approuvé par la FDA, eh bien, en fait, ils laissent faire la FDA. Moi, je leur ferai pas trop confiance, mais bon. Si, la FDA a des procédures très sévères. Ah bon? L'avantage de la FDA, c'est qu'ils sont plus rapides qu'en Europe. C'est pas Anthony Fauci, en fait. Non, ça, c'est tout à fait différent. Anthony Fauci, c'est le National Institute for Health, ça n'a rien à voir avec c'est un institut de recherche. Okay. La FDA, donc Federal Drug Agency, c'est Food and Drug Agency, c'est l'administration américaine qui s'occupe à la fois de la sécurité de la nourriture et des médicaments, enfin de tout ce qui est santé, disons. Ouais. Et c'est une administration très réputée pour elle est beaucoup plus intéressante pour nous. En tout cas, nous, on voit la différence, c'est qu'ils sont beaucoup plus scientifiques qu'en Europe. Ils sont plus ouverts aux innovations. Ils sont plus organisés, plus rapides. Attends, parce que, excuse-moi, on a parlé de la NSM, mais en Europe, c'est quoi l'équivalent? C'est l'EFSA? C'est alors... European Food Safety... Non, mais elle ne s'occupe pas de la NSM, c'est le médicament. Alors en Europe, il y a European... il y a le EMA, donc l'Agence européenne du médicament. Ok. Donc c'est par rapport à eux que tu compares la FDA? Non, parce que non. Oui, alors c'est un peu compliqué parce que pour ce qui est du dispositif médical, c'est le marquage CE. Pour ce qui est des médicaments, ça va être l'Agence européenne du médicament.
qui va donner ces approbations. C'est pas la même chose. Ah, C'est pas le d'accord. même. Donc, c'est Alors, aux c'est géré États-Unis, c'est la même différemment. D'accord, ouais, oui. aux États-Unis, c'est la même agence, mais en Europe, c'est sous-traité à des organismes semi-publics. C'est pas une administration centrale. Ah, parce qu'en fait, pour obtenir l'équivalent du marquage CE aux États-Unis, tu dois passer par l'administration. Il n'y a pas Directement par de... l'administration, ce qui n'est pas le Ah, cas en d'accord. Europe. Ok. En Europe, ce sont des organismes semi-privés, enfin privés, pardon, qui reçoivent une autorisation, une licence Oui. de délivrer les marquages CE sur les dispositifs médicaux. Ok. Et donc aux États-Unis, ils sont très, très, en tout cas pour ce que nous, les contacts qu'on a jusqu'à présent, c'est très intéressant. Ils sont beaucoup plus attentifs à la science, au progrès de la science. Ils se contentent pas simplement d'appliquer les normes. Si on leur propose d'autres tests plus profonds, plus approfondis que les normes, ce qu'on essaie de faire, eh bien, ils sont très ouverts. Donc, ils sont Oui, assez parce qu'en souples. fait, ce que vous, Enfin, votre souples, avantage... pardon, c'est pas souples, mais ils sont plus, ils vont s'adapter plus aux besoins au Oui. type de dispositif médical. Parce que vous avez un clair avantage comparatif à avoir des normes plus strictes, parce que vous êtes capable d'avoir une efficacité plus meilleure, c'est ça? Et donc, Oui, alors on c'est dans considère que votre les intérêt d'avoir normes, des tests ouais. supplémentaires? Alors oui, aujourd'hui, enfin pour deux raisons. La raison principale, c'est que comme on a un moyen de stérilisation que personne ne connaît, Mhm. qui est neuf, que ces agences n'ont jamais vu, si on présente des tests, des preuves d'efficacité à partir de tests qui sont plus sévères que les normes, on sera pris plus au sérieux. Ouais, c'est clair. Et puis, on tient en même temps compte des recherches qui sont faites dans les laboratoires de contrôle, les meilleurs laboratoires de contrôle du retraitement des dispositifs médicaux, qu'on vise en particulier, c'est-à-dire les endoscopes gastro-intestinaux. Et là-dessus, les normes n'ont pas encore intégré les preuves, des preuves un peu plus approfondies. Les normes sont assez mauvaises en fait pour tester, mais c'est très compliqué de tester la stérilité d'un tube très long, d'un endoscope. En fait, en gros, il faut imaginer que enfin, il faut pas imaginer. En gros, pour tester si un endoscope est stérile, C'est comme le stérilité, chat de Schrödinger, c'est ça? alors c'est à peu près ça. Tu injectes une solution liquide contenant des spores, Oui. donc des micro-organismes très résistants. Des spores, c'est très résistant. Donc on prend les organismes les plus résistants, des spores, on l'injecte dans le tube de l'endoscope, très long, et puis ensuite on fait sécher, on laisse reposer, on passe à la stérilisation, et après, on passe des détergents, enfin on essaie de décoller, on espère décoller ce qu'il y a dans le tube, en passant d'autres liquides, quoi, ou en brossant, ou en aspirant, et puis en Ah passant oui, à nouveau un d'accord. liquide, et on récupère dans un bol, enfin dans un bécher, Le résidu. le résidu. Et en réalité, on ne sait pas ce qui reste dans l'endoscope. Parce que pour savoir ce qui reste dans l'endoscope, il faudrait le détruire. Il faudrait, Oui. enfin, et même, il faudrait gratter toute la surface du tube qui peut faire 2,50 m. Enfin, tu grattes, tu sais pas ce que tu récupères parce qu'en fait, c'est des spores, donc c'est invisible. Et donc, alors, En fait, on part du les... principe que ces détergents fonctionnent suffisamment Ah ouais, mais en fait, bien. ils fonctionnent pas. Il y a une étude qui vient encore de sortir en montrant qu'on récupère entre 1 et 43% de. Enfin bref, De ce qui est... Ok. donc les preuves, en fait, ça c'est les normes. Et donc les normes sont pas bonnes. Et donc nous on propose d'autres tests. On monte C'est d'autres vachement tests. intéressant parce que c'est un peu c'est un peu le problème qu'on a, nous, chez MFIS, là, notre certification sur la qualité de l'environnement dans des maisons et notamment liée à la pollution liée aux ondes et la pollution électromagnétique. Et en fait, nous, on propose enfin, comment dire, notre certification et la récompense qu'elle représente est, est plus, c'est ce qu'on encourage, quelque chose qui est plus sévère que ce que l'État propose aujourd'hui, parce qu'on estime que les mesures proposées par l'État, tous les États du monde, quasiment, sont pas suffisamment protectrices pour les gens, notamment les enfants, les personnes malades et les personnes Mm. âgées.
Et ça m'intrigue de savoir comment est-ce que ça fonctionne pour vous, parce que justement, à chaque fois, enfin, on dit souvent il faut pas être plus catholique que le pape. Et là, en fait, on est tous les deux dans un cas où on essaie de pousser quelque chose que l'État ne demande même pas, en fait, d'avoir une exigence ou un niveau de qualité qui n'est même pas vraiment encore reconnu comme ça. Et donc, ça, c'est intriguant pour moi. Oui, mais c'est comme ça que je pense que c'est toujours comme ça qu'avance la qualité d'un bien, d'un produit. C'est que les normes sont toujours à la, en retard par rapport à ce que les innovateurs savent faire. Oui, Ce que les spécialistes arrivent à obtenir ou démontrent ou cherchent à prouver ou à tester. Et donc, je pense que c'est un procédé tout à fait normal. On va pas appliquer, on va pas imposer des normes quand on ne sait pas les respecter, et quand personne ne peut les respecter. Les normes, elles sont toujours liées à un état de la technique. oui. C'est Mais typiquement le cas ça fait de... toujours un peu peur de lancer un produit comme ça, parce que tu te demandes si les personnes qui sont sur le marché et qui prennent les décisions d'achat vont se dire, bah, vous êtes bien gentil d'offrir Alors, plus blanc que blanc, mais moi, on me demande pas ça. ouais, on n'a pas ce problème dans notre cas. Ouais. Dans notre cas, les normes demandent déjà d'obtenir des endoscopes stériles lorsqu'ils font des opérations critiques ou semi-critiques. Enfin, ou critiques, pardon. Et puis, les praticiens, eux, poussent aussi à la stérilisation plutôt que la décontamination des endoscopes. Donc là, les normes existent, les spécialistes, enfin les praticiens poussent enfin, vont au-delà des normes déjà, pas tous, hein, mais beaucoup vont déjà au-delà des normes, souhaitent aller au-delà des normes, pardon, parce qu'ils peuvent pas le faire pour l'instant. Et puis enfin, il y a un avantage financier aussi. Dans notre cas qui est très clair, la décontamination des endoscopes, ça coûte très cher aux hôpitaux, pour plein de raisons. C'est une sécurité sanitaire qui est en fait mauvaise et qui coûte très cher aux hôpitaux. Et donc, nous, on démontre que c'est moins cher de stériliser, donc c'est moins cher d'acheter notre machine plutôt que Hmm. de Oui. décontaminer simplement. Et Mais c'est vrai que le business case donc dans ce est cas-là, solide. voilà, c'est parce que tu as les normes, mais bon, pas vu, pas pris. Et puis ensuite, tu as les avantages financiers qui touchent directement au Oui. portefeuille. Alors là, les directeurs d'hôpitaux, Hmm. les responsables des achats vont être plus, plus attentifs à l'innovation qu'on propose. Oui, oui, tout à fait. Oui, d'ailleurs, c'est exactement la même chose que sur laquelle nous on travaille en fait. C'est aussi de dire, mais écoutez, si vous certifiez votre bâtiment et que vous garantissez en fait aux gens qu'il y a moins de pollution électromagnétique dedans, vous allez attirer en fait une nouvelle clientèle, et puis vous allez pouvoir vous distinguer de votre voisin et le revendre plus facilement ou le louer plus longtemps, etc. Et ça va être un peu favorisé en fait par le marché. Donc, et c'est pour tout ça pour un coût. Enfin, le tout, c'est de prouver que le surcoût d'installer un système de protection contre l'électrosmog est inférieur à la valeur ajoutée d'avoir une certification et derrière, et que on pourra, je sais pas, ça coûte, disons, 1%, mais ça se revend ou ça se loue 7% plus cher, ou quelque chose comme ça. C'est un peu le Graal, en fait, d'avoir ce genre de statistiques. C'est applicable seulement aux bâtiments neufs, hein, Non, non. Non, on travaille actuellement sur des énormes villas sur la Costa del Sol qui sont, je pense, qui ont été construites peut-être dans les années 70, 80, et qui sont en grande rénovation. On parle de trucs qui font 700 mètres carrés hein, chacune. Et, euh, et en fait, comme c'est une clientèle très exigeante, c'est une société qui a racheté les villas qui étaient en assez mauvais état, qui les rénove et qui veut les rendre en fait très attrayantes. Donc pour eux, une certification comme ça, c'est une manière de distinguer ce bien immobilier par rapport à tous les autres sur la Costa del Sol. Et donc en rénovation, ça marche. Après, c'est clair que là, on parle d'une grosse rénovation. Et ensuite, c'est quand même, on fait toujours un meilleur travail si on peut venir au début de la conception du bâtiment. Parce qu'il y a tout un tas de
petits problèmes logiques, auxquels les gens réfléchissent pas trop, je sais pas, par exemple, ne pas mettre sa chambre à coucher juste derrière sa cuisine, parce que la cuisine, beaucoup de ces cuisinières, électriques, hem, ou à induction, dégagent des quantités de champs magnétiques notamment, les celles à induction qui sont importantes, en fait, et donc si on dort juste de Mhm. l'autre côté, c'est pas du tout une bonne chose sur le long terme. Et pareil, là, on avait le cas dans une villa où tout à coup, enfin, les gens qui avaient fait les ingénieurs qui ont fait la conception de la rénovation décidaient de mettre l'armoire électrique juste à côté d'une chambre. Ce qui pareil, quand on est dans des villas aussi et gigantesques avec un luxe en fait, et toute une domotique, colossale qui est installée, hein. C'est quasiment une usine en fait, hein, quand on voit le nombre de câbles qu'il y a. Parce que c'est la réalité du monde moderne, et bien, en fait, on leur dit: «Bah, attendez, réfléchissez un peu, aux les gens qui vont être installés là, vous pouvez pas, essayons de redescendre cette armoire, la mettre dans un endroit un peu plus, où les gens passent moins de temps, en fait, hein, simplement. L'éloigner parce que c'est la surtout c'est les champs électriques et magnétiques, donc tout ce qui est dans les murs. Et c'est la distance qui aide énormément en fait à protéger, hein. Mhm. Mhm, bien sûr. Mais voilà. Mais c'est vrai que beaucoup de nos méthodes qu'on a sont aujourd'hui en fait dérivées d'applications industrielles. C'est-à-dire que par exemple en Suisse, là, il y a plein de barrages hydroélectrique en montagne, et notre chef, ingénieur en électricité, lui, c'est sa spécialité d'aller faire des blindages, en fait, dans ce genre d'installation. Et Mhm. aujourd'hui, parce que les maisons sont de plus en plus compliquées, parce qu'on a de plus en plus d'électrique et cetera, et des trucs de plus en plus puissants, avec notamment l'installation de panneaux solaires, de chargeurs pour, nos voitures électriques, chez soi, enfin des espèces de trucs supplémentaires. Tout ça en fait, complexifie considérablement, le système, enfin le tout l'installation électrique, sans évidemment parler évidemment de tout ce qui est sans fil, les routeurs Wi-Fi dans tous les sens, enfin ce qu'on appelle les points d'accès. C'est-à-dire que c'est même plus, bah, dans les maisons un peu plus anciennes comme la tienne, tu vas avoir, bah, c'est d'ailleurs ton problème, quotidien en fait, c'est que tu as ta box qui est à un endroit, et puis, Oui. là où il y a ton bureau, tu captes pas, alors tu es obligé d'installer un autre truc et cetera. Mais dans les maisons complètement neuves comme la mienne, il y a donc dans l'armoire électrique un espace où arrive la fibre optique. Et de là, en fait, on a un câblage dans tous les murs, ce qui est maintenant une norme obligatoire, en France, ou en Suisse, enfin dans les pays développés. Un câblage, ce qu'on appelle réseau, c'est-à-dire des prises, Ethernet RJ45 qui vont dans chacune des pièces. Moi, j'ai deux arrivées dans chaque pièce, en fait. Et là, ils viennent, ils sont capables de venir brancher des mini antennes dans chacune des pièces pour justement bien couvrir le Wi-Fi. Et donc moi, j'en ai dans un appartement qui fait peut-être 130, 140 mètres carrés. J'ai une antenne donc enfin une antenne là où il y a le modem, et deux autres dans deux autres pièces en fait. Donc c'est quand même considérable. Plus encore parce que je suis dans un immeuble en fait, plus un réseau de Wi-Fi public en fait, qui est installé avec une borne qui est sur mon balcon en fait, enfin, sur le patio. Et donc c'est un truc hallucinant en fait. Et on a un système de domotique avec tablette, etc. Et tout ça qui est contrôlé. C'est vraiment incroyable la complexité, et puis le nombre de couches supplémentaires qui ont été ajoutées ces dernières années en fait, sans qu'on s'en rende compte ni qu'on réfléchisse réellement aux conséquences que ça a en fait sur en fait, cette pollution permanente dans nos maisons. Et donc c'est évidemment pour ça que moi je suis très préoccupé. Et puis surtout je crois vraiment à que les gens, enfin le monde, avec l'avènement de plus de maisons comme la mienne, va en fait réaliser quel est le problème, et il faut avoir une réponse. On peut pas simplement continuer d'installer des choses sans avoir une réponse à ça. Donc voilà un peu pourquoi est-ce que ça concerne à la fois le neuf, la rénovation, mais qu'en neuf, on est capable de éviter des erreurs de conception.
Mmh. Et pour revenir, au marquage CE, le marquage CE, en fait, ça ne concerne que les dispositifs médicaux ou c'est plus large? Parce que je croyais que c'était quelque chose qu'on voyait beaucoup plus largement, en fait, sur les produits. Oui, il y a du marquage CE pour tous les appareils. Je crois que c'est tous les appareils, tous les objets en fait qui sont vendus ils doivent être marqués. Ensuite, il y a des catégories. Lorsque c'est des jouets, alors c'est très sévère. Oui. Lorsque c'est des meubles, tu dois avoir le marquage CE. Tu dois. Alors ça veut pas dire que tu passes par des organismes notifiés. C'est uniquement pour les dispositifs médicaux d'une certaine classe, les classes élevées. Mmh. Mais sinon, tu fais ce qu'on appelle de l'autocertification, c'est-à-dire que tu choisis toi-même d'appliquer le marquage CE sur le bien que tu vends. D'accord. Mais en cas de problème, en cas de contrôle, tu vas être. Il peut y avoir une autorité nationale peut contrôler que tu as bien respecté les normes. Alors je pense que ça arrive très rarement, ça arrive uniquement quand il y a des accidents. Dans le dispositif médical d'ailleurs, c'est à peu près le cas. C'est quand il y a des problèmes que les autorités, les inspecteurs arrivent pour vérifier que tu as bien fait, tu as bien respecté. Tant que tu n'as pas de problème, il n'y a pas de. Mmh. Alors bon, c'est une forme de protectionnisme, hein, il faut pas se le cacher. Hein. Il y a certainement, parce qu'en fait, comment est-ce qu'on pourrait imaginer procéder sans marquage CE? Si par exemple, tu connais les débats autour de la société à responsabilité limitée? Non. Euh, Il y a des. Enfin, quand tu dis la société, c'est la forme générique des entreprises ou Oui, c'est un oui, autre? oui, OK. c'est ça. Les entreprises, donc les sociétés à responsabilité limitée. En fait, il y a des libéraux qui prétendent, enfin qui soutiennent que la société à responsabilité limitée, donc la société par action, euh, déresponsabilise les propriétaires. Et donc conduit à privatiser des profits et à nationaliser des pertes. Enfin, en Ou tout des cas, risques, à socialiser des pertes, ah des des risques. OK, ouais. Parce qu'en fait, c'est le génie de la société à responsabilité limitée, de la société par action, en tout cas de créer une forme juridique, de donner une personnalité morale à une entreprise. C'est qu'en cas de problème, en cas d'acte, de crime ou de Malveillance? délit, Ouais. ou enfin même, si une entreprise provoque un mal, un dommage à quelqu'un, les actionnaires ne sont pas poursuivis. C'est l'entreprise qui va être poursuivie. Et dans l'entreprise, c'est représentants légaux, donc c'est mandataires sociaux. Donc il y a des personnes physiques, là, un directeur général, un président, un directeur financier, enfin voilà, il peut y avoir des mandataires sociaux qui, eux, peuvent répondre, alors là, personnellement, devant la justice, si ils causent un tort. Si leur entreprise cause un tort. L'entreprise qui dirige cause un tort. Mais les actionnaires, derrière, ils sont à l'abri. Et donc, il y a des libéraux qui disent il faudrait que les entreprises, il faudrait supprimer ce privilège donné aux actionnaires et que les actionnaires soient personnellement responsables des conséquences de leur entreprise, des actions qu'ils entreprennent. Ce qui est du bon droit libéral, hein, c'est que la liberté entraîne la responsabilité. Oui. Et donc, Mais en on peut fait, imaginer. si on revient un peu, moi je sais pas de quand ça date en fait ces SARL, Je pense que les sociétés par action, ce sont des choses qui sont inventées peut-être en Italie à la Renaissance, peut-être en OK. Hollande au XVIe, XVIIe siècle. Première société par action, je crois qu'elle est hollandaise. Oui, ça me dit quelque Donc c'est des chose, formes juridiques qui ont donné une très grande prospérité, hein, parce que ça permet d'entreprendre, de ramasser des capitaux, d'entreprendre, de mobiliser beaucoup plus d'argent pour des entreprises, enfin pour fabriquer des choses ou faire des projets qui sont qu'une personne seule aurait beaucoup de mal à financer.
Je crois que ça a commencé certainement par les compagnies, enfin les bateaux. Mais à l'époque, On a, tu sous-entends qu'il y avait déjà la responsabilité limitée ou ça c'est quelque chose qui sera intervenu plus tard en fait? J'en sais Oui, rien, je connais pas bien. Enfin, toujours est-il qu'aujourd'hui, ça n'a pas toujours existé. oui. Et donc, on peut imaginer que les actionnaires d'une entreprise qui vend des médicaments, des vaccins par exemple, et que le vaccin euh, a des effets dommageables sur les patients et qu'il est injecté, soient tenus responsables sur leurs propres biens, personnellement, des actions. Alors, il existe une forme d'entreprise comme ça qui s'appelle les sociétés en commandite, où là, le commanditaire est responsable personnellement sur ses biens des actions de la société en commandite. Mhm. Si je crois, hein, je suis pas un spécialiste de ça. Enfin bon, c'est très peu utilisé les commandites. Et ça a certains avantages, je pense, mais en tout cas, enfin pour les actionnaires ou pour le commanditaire. Mais On voit ça, bien les je suis problèmes. d'accord avec toi. Nous, on voit aussi le problème dans le domaine de l'électrosmog. C'est qu'en fait, les sociétés, les vendeurs d'appareils mobiles ne sont pas responsables, enfin, ont réussi à se dédouaner de la responsabilité des problèmes éventuels qui viendraient. Et les sociétés d'assurance aussi se sont arrangées pour ne pas être responsables de ces risques-là, en fait. Ouais, ça sont des privilèges qui sont donnés par l'État. Oui. Et donc l'État essaie de corriger ces privilèges en édictant des normes très strictes, mais en fait des normes qui sont en fait du protectionnisme. Parce qu'en fait, enfin, nous, on sera, si on a le marquage CE, on sera protégé. Alors, on n'est pas protégé, enfin, on sera protégé pendant, en tout cas, le temps que quelqu'un d'autre fasse une invention concurrente et puis essayer d'obtenir le marquage CE. Donc, une fois qu'on a le marquage CE, ça nous donne un énorme avantage. Ça nous donne à nos actionnaires, ça nous donne également un avantage, un pouvoir de dicter les prix aussi, d'une certaine manière. Hein. Oui. Bon, il y a toujours les limites, mais bon, par rapport à quelqu'un qui n'a pas le marquage CE, l'autre il peut pas vendre, alors que nous on a le droit de vendre. Donc forcément, ça nous donne un avantage économique, enfin financier tout de suite, immédiat. Oui. Et tant qu'on l'a pas, évidemment, on souffre beaucoup parce qu'on peut pas le vendre, on peut pas vendre notre invention. Mais c'est une vraie question que je me suis posée parce que je me souviens avoir eu une conversation avec un ami justement au sujet des brevets, parce que c'est aussi un peu le Ouais, même bien débat sûr, qui est bien de sûr. savoir, est-ce que, prenons le secteur de la santé, des laboratoires pharmaceutiques, est-ce que, enfin, où en serait l'offre des médicaments, la recherche et les solutions, et finalement, en fait, quel serait je vais pas dire l'espérance de vie, mais les conséquences sur le système de santé dans son ensemble, si on n'avait pas de système de brevets. C'est-à-dire que si ces sociétés se retrouvaient tout de suite Ah face à ben des c'est simple. génériques, etc. Non, non, mais c'est très simple, c'est que, par exemple, tu peux garder le secret sur la composition de ton médicament. Ça peut être physique, hein, ça peut être un papier dont la propriété est, enfin, ta propriété porte sur le papier qui contient la formule. Ok. Et donc, quelqu'un qui voit, alors ensuite, il faut savoir, alors, si quelqu'un arrive à reconstituer la formule sans avoir vu le papier, sans avoir eu le droit, sans avoir payé le droit de regarder ton papier, bon, bah, ça, tu peux rien faire. Tu peux pas empêcher les idées. Tu peux pas faire le problème de la protection intellectuelle, Oui. c'est qu'en fait, tu peux pas. Les idées, elles ont pas de propriété. Ce qui peut avoir une propriété, c'est le support d'une idée. Euh, Quand elle est dans l'air, l'idée, elle appartient à personne. Oui. La propriété, elle doit être définie, elle doit être matérielle. Et donc, si quelqu'un va regarder en douce, sans que tu l'aies autorisé, ton papier, là, tu peux la poursuivre. Parce qu'elle a pris ton papier ou elle en a eu connaissance, elle l'a lu au-dessus de ton épaule. Enfin bon, euh, ça, c'est une manière de régler la propriété intellectuelle sans avoir recours à des privilèges étatiques. Parce que ce sont des privilèges étatiques, la propriété intellectuelle. C'est d'ailleurs comme ça qu'elle est née. Elle est née à Londres, au XVIIe siècle, où la couronne britannique a donné des privilèges aux imprimeurs Mhm. anglais, les protégeant
leur donnant un monopole à condition que ils contribuent à la censure, enfin qu'ils accompagnent la censure ou enfin voilà, il y a eu Ah des oui. échanges de ce genre-là. Et puis ensuite, là, et ça c'est l'origine de la propriété intellectuelle qui n'existait absolument pas avant. Euh, L'autre manière nous, on a des brevets, évidemment, parce que c'est comme ça qu'il faut faire. Donc on dépose des Oui, brevets, on est enfin, c'est protégé à pendant partir du 20 moment où ans. les règles du jeu sont comme ça, je comprends qu'on le fasse, hein. Ah bah Mais oui, ma évidemment. réflexion, c'est plutôt le Comment est-ce bien-être, le bienfait pour la société dans son ensemble. Oui, alors comment donc tu peux régler ça par comme je l'ai dit, mais tu peux le régler également par des moyens technologiques. Et nous, par exemple, dans notre machine, on a une boîte noire. C'est-à-dire que si un ingénieur prend notre machine, la désosse, la copie entièrement, en refaisant toutes les pièces à l'identique, il n'arrivera pas à la faire fonctionner parce qu'il y a une boîte noire, c'est-à-dire qu'il y a un composant qui est illisible pour lui. Il peut pas comprendre ce qu'il y a dans ce composant. Ah oui? Et Mais donc c'est quoi? C'est un truc qui s'autodétruit ou comment ça non, non, fonctionne? non, Non? bon, je veux pas le dire ici. Non, bien sûr, mais Je t'expliquerai à part. ok, Mais par exemple, regarde les apéricubes. Ça, j'ai appris récemment. Tu vois ce que c'est les apéricubes, hein? Ce bien sont ces petits sûr, cubes de je déteste fromage qui sont ça. emballés dans l'aluminium. Oui. T'as déjà remarqué que il n'y a que, je crois que c'est les vaches qui rient, il n'y a que la marque Vache qui rit qui fait des apéricubes. Il n'y a pas de marque Hmm. blanche d'apéricube. Ah bon? J'avoue que je Pourquoi? suis pas un acheteur, donc j'ai Non, pas. d'accord, mais enfin bon, je sais pas si ça se vend en Suisse, mais en tout cas en France, il n'y a que Apéricube qui sache faire des Ah apéricubes. oui. Il n'y avait aucune copie. Et pourquoi? Je l'ai appris récemment d'un gars qui fabrique des machines d'emballage pour l'agroalimentaire, parce que parce que personne n'a réussi à copier la machine qui emballe les apéricubes. Ah oui. Et parce que cette machine contient des composants qui sont inimitables. Je ne sais plus lesquels. Incroyable. Il y a des composants que tu ne peux pas copier, même si tu mets la main dessus et que tu as des années pour les copier, tu n'y arriveras pas. Et donc en fait, les industriels cherchent toujours à avoir des boîtes noires. C'est une bien meilleure protection contre la copie que, que les brevets. Parce que le brevet, c'est toujours très coûteux à défendre, ça prend beaucoup de temps. C'est vraiment. C'est bien, mais il y a mieux. Si on peut faire une boîte noire, c'est-à-dire avoir un élément qui est incopiable. Par exemple, Bugatti, l'ingénieur Bugatti des voitures, il avait inventé. Alors c'était pas tellement la propriété intellectuelle, c'était pour obliger ses clients à continuer à entretenir leur voiture chez lui. Les outils pour démonter Ah oui. le moteur, ou les roues, rien que les roues, je crois. Tu sais, c'est un peu comme les écrous anti-vol qu'il y a Oui, sur je les sais. voitures aujourd'hui, sur les jantes. Hein. Eh bien, il avait créé des outils, des clés que lui seul possédait pour démonter les roues, changer les pneus, ou enfin, en tout cas, entretenir Oui, les je voitures. vois l'idée, oui. C'est fort. Donc, il y a c'est quelque chose d'ancien et qui est une bonne manière de se protéger. Quoi. Hmm. Ça me fait réfléchir, ça, oui. C'est intéressant. Mais donc, toi, tu penses que, euh, évidemment, entre le fait que le médicament soit plus accessible s'il n'y a pas de brevet, parce les sociétés peuvent pas le vendre aussi cher. Elles n'ont pas, enfin, la concurrence fait baisser les prix. Est-ce que tu penches plutôt pour l'hypothèse que ces brevets, en fait, nuisent à la société dans son ensemble, enfin, au bien-être de la société, ou alors Oui, bah, justement il, permettent justement d'encourager des projets plus audacieux et une certaine science qui autrement ne serait pas rentable. il viole un droit de l'homme. C'est mauvais. Je dirais que le droit de l'homme qui est violé, c'est la liberté d'expression, je dirais. Mais, Euh, mais justement, attends. ouais, vas-y.
Il y a évidemment des avantages, et les partisans et tu les as évoqués, tu répètes les arguments des partisans de la propriété intellectuelle, la protection de la propriété intellectuelle avec les monopoles étatiques, privilèges étatiques, pardon, donnés par les brevets, c'est que sinon ces inventions n'arriveraient jamais. Euh, oui, et donc elles ne bénéficieraient pas à plein de choses. Oui, mais elles bénéficient euh, de façon injuste à leurs inventeurs parce qu'ils reposent sur la force de l'État et qui viole un droit de l'homme sans nécessité. On peut violer une liberté à condition qu'il y ait une nécessité. Par exemple, voilà, la libre, la libre invention de nouvelles machines crée de la violence physique ou empêcher la libre circulation, bah oui, il faudrait limiter la liberté de l'invention, la Mhm. liberté d'expression. En fait, c'est la liberté d'expression finalement. Dans la mesure où ça ne fait pas ça, il n'y a pas de raison de la. En revanche, les droits de propriété, et je l'ai expliqué tout à l'heure, et l'invention dans ce domaine des hommes sera sans limite. J'ai juste donné un exemple, mais bon, on va me dire oui, mais la musique, comment est-ce qu'on fait? En fait, aujourd'hui, où la propriété intellectuelle, on a bien vu, par exemple, sur la musique, où finalement les maisons de disques ont beaucoup de mal enfin, ont abandonné la lutte contre la copie. Bien, ça n'a pas empêché la production musicale. Les musiciens maintenant gagnent leur argent en faisant des concerts. Et ça, tu peux pas le copier. Oui. Les gens veulent voir Taylor Swift. le sans chanteur. Et pas Mhm. seulement le chanteur, pas seulement Taylor Swift, mais moi, j'ai payé une chanteuse et son musicien pour faire un concert chez moi parce que j'aimais bien ses chansons. Elle a passé une soirée, elle a Mhm. chanté pour moi et mes amis dans mon salon. Mhm. J'ai bien. Et aujourd'hui, pour ça, donc il y a Taylor Swift et puis il y a le concert privé à 600 euros, une soirée d'un musicien, enfin deux musiciens, 600 euros une soirée. C'est pas cher payé, hein, en réalité. Hein. Oui, surtout pour les souvenirs que ça fait. Ouais, exactement. Donc, la, la, enfin bon, ça c'est le domaine de la musique. Hein. Non, On mais nous c'est un bon présente. exemple parce que j'allais enchaîner en fait les livres et de dire que à la fois dans la musique et dans les livres, bien que la propriété intellectuelle, et je te rejoins, soit en fait impossible à défendre, il y a de fait un certain respect malgré tout de la propriété intellectuelle en fait, je trouve, et une certaine honte des gens à vraiment recopier quelque chose mot à mot ou à s'approprier de façon vulgaire l'œuvre de quelqu'un d'autre. Alors, je parle de la culture occidentale parce que je sais que dans la culture extrême orientale, c'est pas toujours, enfin, comment dire, le rapport à la copie n'est pas toujours le même. Mais moi, j'ai observé ça quand je travaillais avec des rédacteurs et que je les formais. La formation consistait souvent à recopier quelque chose ou à s'approprier, enfin, pour pouvoir apprendre un geste ou une certaine manière d'écrire. Et j'ai observé en fait le fait que l'être humain, ou en tout cas dans notre culture, euh, rechigne en fait à copier bêtement, à refaire exactement ce que quelqu'un d'autre a fait. Et chaque fois, il changerait un petit truc pour essayer de montrer que c'est lui, etc. Et j'ai l'impression que ça sans être un droit sur la propriété intellectuelle, ça encourage justement chacun à faire quelque chose de différent et pas simplement je sais pas, à reprendre Alexandre Dumas en disant, en signant de son nom à soi, en fait. Ouais, alors là, tu touches une chose qui est intéressante là, ce sont les récents scandales, les récentes occasions où des grands savants ou des scientifiques ont été pris la main dans le sac du plagiat, de plagiat. Mhm. Alors, il y a le plus célèbre exemple, c'était la présidente de Harvard, Simone Gay ou quelque chose comme ça, j'ai oublié son prénom, enfin c'était Gay, qui a dû démissionner parce qu'en fait, on s'est rendu compte que les articles scientifiques qu'elle avait publiés étaient largement, enfin, contenaient de larges plagiats. Euh, et puis là, je viens de voir qu'il y a un prix Nobel de biologie, je pense,
qui vient de voir son 13e article retiré par son éditeur, 13e article scientifique retiré, donc article ancien qui datait d'avant son prix Nobel, parce que il a plagié. Et donc en fait la honte de plagier, la honte d'être pris en train de copier, peut ruiner une réputation, détruire une réputation plutôt. Et c'est également une bonne manière de prévenir la copie, en tout cas la copie dans le domaine artistique ou scientifique. Alors, c'est très intéressant que tu parles de ça, parce que je termine un point. Je termine un point parce que Vas-y. c'est l'intelligence artificielle permet de coincer de plus en plus facilement les plagiats. Parce qu'évidemment, des capacités de calcul, donc de lecture, permettent beaucoup plus facilement qu'avant à des ordinateurs de détecter si un texte a été publié 2 fois, si on retrouve des passages qui ont été piqués d'un article précédent. T'es sûr? Parce que, pour moi, les chutes des carrières académiques vont être considérables. Vas-y. Ouais, c'est intéressant. Parce que justement, en fait, moi qui suis passé par l'université en Angleterre, où justement c'est un gros sujet, le plagiat, et puis je suis passé à l'université après toi, à une époque où l'informatique était beaucoup plus important et les bases de données de tous les textes et de plagiat. En fait, il y a des programmes, et quand on soumet, quand on rend un papier en Angleterre, je suppose que ça doit être aussi le cas dans les universités en France, mais j'en ai jamais fait l'expérience. Ça passe en fait par un système qui va analyser ça contre tout. Et là, je parle d'il y a 10 ans, 15 ans. Donc, c'était pas quelque chose qui fonctionnait par l'intelligence artificielle. Et d'ailleurs, je remets un peu en cause, parce que le problème de l'intelligence artificielle, tel qu'on l'entend aujourd'hui, les MLM, c'est que LLM, pardon, c'est le fait qu'il faut évidemment lui donner à manger suffisamment de données qui soient pertinentes. Et puis il y a des problèmes de droit d'auteur aujourd'hui, on y revient d'ailleurs, qui font qu'on n'arrive pas à les mais d'ailleurs, ça c'est, enfin, juste une toute petite parenthèse, le fait qu'aujourd'hui toutes les IA soient muselées à cause de ces droits d'auteur, donc cette propriété intellectuelle, moi je trouve que c'est un énorme problème, parce que l'IA J'avais pas pensé. qu'on nous a présenté il y a 2 ans, quand ils se servaient comme des goinfres sur tout Internet, et qui pompait absolument toutes les données, était beaucoup plus puissante que ce qu'on a aujourd'hui. Donc ça c'est une chose. Mais pour revenir, moi il y avait 2 choses qui m'avaient étonné. Déjà avec ces systèmes de plagiat, c'est que il y avait donc moi je me disais, bah, pourquoi est-ce si grave de plagier? Alors si on a recopié des choses, parce qu'en fait le problème de ces systèmes de plagiat, c'est que ça limitait aussi les citations. C'est-à-dire que si j'ai lu un papier qui est excellent, ou même des tas de papiers qui sont excellents, et que ces gens disent les choses beaucoup mieux que moi, je préfère rendre hommage à leur travail que de passer 2 heures à essayer de paraphraser maladroitement. Enfin, moi, je vois vraiment pas où est la valeur ajoutée de ça. Et là, ça, c'est ces systèmes même si on met si on cite, en fait, on fait une citation, alors peut-être qu'aujourd'hui, ces systèmes de détection de plagiat ont évolué et sont capables d'être un peu plus fins sur les citations, mais si on mettait beaucoup de citations d'auteurs qui sont peut-être excellents, ça faisait augmenter le résultat, et donc on se retrouvait en fait avec des soupçons de plagiat, enfin il fallait faire attention. Mais autre truc, et ça je sais pas si tu étais au courant de ça, c'est que ces systèmes de plagiat dans les universités en Grande-Bretagne détectent l'autoplagiat. C'est-à-dire que tu as écrit un papier, tu vois, c'est tes études, quoi, tu rends souvent des papiers, eh bien, on va te reprocher d'avoir récupéré du texte, ou bien de te copier toi-même, en fait. De te citer toi-même. Ah oui. De te citer toi-même, ou de reprendre des choses. Alors, je vois quelle est l'idée, c'est qu'on veut pas que les élèves soumettent des choses en boucle, mais je trouve que ça va à l'encontre de plusieurs choses qui sont absolument essentielles dans l'existence, qui sont qu'on apprend évidemment par jeu de rôle, par répétition, etc., que
Et finalement, c'est l'exercice qu'on fait c'est comme ça quand on se parle. On est tout le temps en train de répéter des idées. Quand on fait de la communication, quand on est responsable d'entreprise comme toi et moi, notre travail consiste à faire à pitcher, comme on dit, c'est-à-dire à répéter tout le temps les mêmes choses, à améliorer le discours en boucle, avec toutes les personnes qu'on rencontre et à qui on explique à nouveau ce qu'on est en train de faire. Et cet auto-plagiat qu'on fait permet justement au fur et à mesure de raffiner et d'améliorer et d'avoir un discours qui est plus cohérent et qui est de meilleure qualité. Et donc, je trouve que c'est dommage à nouveau. Et puis surtout, les idées qui nous habitent, eh bien, on a tendance à les répéter à tous les gens qu'on rencontre. Et ça, j'en ai jamais vraiment parlé avec quiconque, hein, d'essayer d'étudier, de commencer à réfléchir sur le fait, est-ce que c'est une bonne chose déjà qu'il y ait le plagiat, mais c'est surtout l'autoplagiat, enfin de les interdire, de les sanctionner à l'université. Mais je sais pas, enfin moi ça me laisse vraiment un peu dubitatif, parce que justement on voit que c'est exactement la force de l'IA, c'est que l'IA donc fonctionne par probabilité en copiant tout le monde et en te disant: «Ah bah si tu veux quelqu'un, qui parle alors avec un niveau de langage ou un style plutôt professionnel d'entreprise ou alors plutôt informel ou alors plutôt un style médical et cetera». Justement, sa capacité, c'est d'avoir en fait, lu plein de textes et par probabilité du mot suivant et puis par élimination, de commencer à constituer des phrases. Et c'est à nouveau cette espèce de plagiat, enfin c'est une paraphrase, mais c'est en fait beaucoup, beaucoup de plagiat. Et puis, et quand on parlait de musique, moi j'écoute énormément les top 10 ou top 50 mondiaux régulièrement pour voir un peu les nouvelles choses qui arrivent. Et le plagiat aujourd'hui, enfin le plagiat ou la récupération de vieilles chansons est vraiment assumée. Ça devient maintenant quasiment une des seules manières de sortir un tube en fait. Et je suis pas forcément contre, hein, parce que je trouve qu'effectivement, en reprenant quelque chose qui était bien, on va peut-être l'améliorer d'une certaine manière, et c'est comme ça qu'on progresse. Et donc, j'aurais plutôt tendance à encourager ça aussi dans le domaine musical. Oui, le domaine, la peinture ou l'art, enfin la peinture ou la musique sont évidemment les principaux, enfin les meilleurs exemples pour montrer les limites des droits de propriété intellectuelle. Bah, notamment parce que c'est comme ça qu'on commence, hein. On Bah commence oui, à on dessiner voit en la allant aux copie. beaux-arts et en recopiant. C'est ça, c'est ça. Et puis tous les maîtres, tous les grands maîtres ont créé les plus belles choses bien avant les arts. Bien, bien avant. D'ailleurs, la question se pose. La question, c'est typique, là, encore une fois. Je reviens à mon histoire de propriété matérielle Mhm. d'une idée. Euh, tu préfères avoir une copie absolument parfaite des tournesols de Van Gogh, enfin, il y a plusieurs versions, enfin, bon, allez, disons, de Mona Lisa, ou d'avoir le vrai Mona Lisa de Léonard de Vinci. Est-ce que tu voudrais avoir mieux encore? Est-ce que tu préfères avoir, enfin, est-ce que pour toi ça compterait d'avoir la vraie guitare de Paul McCartney ou exactement le même modèle qui était produit en série, euh, qui est absolument le même, indistinct, ou d'Elvis Presley, puisqu'ils utilisaient non pas des guitares faites sur mesure, mais des guitares Oui, du marché. de Et série, c'est oui. quoi la différence, quoi? Et donc il y a cette fétichisation de l'objet artistique, euh, C'est une propriété l'instrument. intellectuelle de fait et pas C'est ça exactement, en et fait pas que d'ignorer en bah, fait, hein. la copie n'intéresse personne. Euh, bon, tu peux avoir la copie d'un très beau tableau de maître chez toi, mais tu seras toujours tu te trouveras toujours un peu moins bien que le vrai. Ah non, mais ça c'est absolument clair. Mais ça revient au fait que sans avoir la loi, on a dans notre culture le fait qu'il y ait de fait une propriété intellectuelle quelque part, ou du moins une honte à vouloir recopier, donc qui nous pousse. Et moi, ça m'encouragerait effectivement à croire que cette protection par la loi, par le droit, n'est pas si nécessaire que ça.
Ah ouais, j'ai un très bon livre d'un économiste, qui est journaliste économiste, Philippe Semonneau, que j'aime bien. Ah oui, je me souviens de... Ça s'appelle Nouvelle politique industrielle et Ah, non, je ça, j'ai regarde dans pas ma lu. bibliothèque là, mais je dois avoir je l'ai dans ma bibliothèque, je sais parce que je l'avais racheté. Et qui est merveilleux sur par exemple, il a toute une théorie sur les raisons pour lesquelles il faut pas que l'État s'occupe des fréquences de radio, de distribuer les fréquences radio. Ça peut se régler par des mécanismes de marché. Pareil sur la propriété intellectuelle, c'est lui qui explique quelle est l'histoire de la propriété intellectuelle. C'est chez lui que j'ai lu ce que j'ai dit tout à l'heure sur le privilège donné par la couronne britannique aux imprimeurs londoniens, qui est Ça à m'intéresse l'origine. cette histoire des fréquences. J'aimerais bien avoir Je sa te passerai. réflexion C'est la nouvelle politique industrielle de Philippe nouvelle. Semoun. Ok. Ouais, je t'enverrai ça. Ok. Très bien. Je te Bon, c'est remercie. intéressant. Bonne soirée à toi. Allez, salut. Salut.